Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans cette, cette session. Alors, je vais mettre ma caméra, je l'avais coupée tout à l'heure. Hop, on va faire le beau background. Hop. Donc, normalement, ça devrait être OK. Donc, bonjour à tous. Donc, comme je le disais, bienvenue dans cette session qui est plus en fait un atelier, un workshop autour de la création d'applications pour Microsoft Teams. Avant de commencer, si donc je me présente, je m'appelle Alexis Cogna, donc je suis, développeur et entrepreneur. J'ai créé, ma société il y a 7 ans, autour du développement d'applications sur Skype for Business. Donc ça fait un moment et en tout cas, c'est sur des technologies qu'on utilise, plus, qui vont bientôt disparaître. Mais on a réussi le move vers Microsoft Teams. Donc cette société, elle s'appelait Netive à l'époque. L'activité, elle existe toujours, c'est plus une activité de conseil. Et on a créé un produit qui s'appelle Kickle, qui est à destination des salles de réunion pour rendre en fait les réunions efficaces et simples à portée de tout le monde. Donc je suis basé à Lille. Et j'ai la chance d'être MVP depuis 8 ans maintenant, donc à l'origine sur Skype, avec toujours un focus plus dev que IT, même si bon, le sujet porte à connaître un peu les deux côtés du produit. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis quasiment à 90% développeur et j'ai la chance de travailler sur une super techno qui s'appelle Microsoft Teams et que vous connaissez probablement. Donc l'objectif de la session aujourd'hui et du workshop, il y en a plusieurs. La première, c'est de permettre à un développeur qui ne connaît pas forcément le développement Teams ou qui en a entendu parler vaguement, puisse comprendre exactement quelles sont toutes les possibilités, quelles sont toutes les opportunités qu'on peut avoir pour développer une application Microsoft Teams, autant en partant d'une application de zéro, et vous avez une idée, vous voulez la développer et vous voulez saisir l'opportunité d'atteindre un certain nombre d'utilisateurs, hein. Pour rappel, alors c'est probablement des chiffres c'est des chiffres marketing qui sont mis en avant par Microsoft, mais aujourd'hui on a à peu près 115 millions d'utilisateurs qui ont été forcément augmentés de façon considérable avec cette pandémie. Mais on peut donc impacter un nombre d'utilisateurs assez important, et pour des développeurs, c'est toujours ce qu'on cherche à avoir, hein. Un nombre d'utilisateurs assez simple à toucher et de façon importante. Donc l'objectif, le premier, c'est de connaître ça, et je vais détailler un petit peu et faire un rappel de tout ça. Et dans un deuxième temps, donc plus sur la forme d'atelier, c'est de vous montrer comment on peut démarrer une nouvelle application, ou comment on peut aussi, parce qu'on ne le souligne pas toujours, mais prendre une application qui existait déjà par le passé, ou que vous utilisez tous les jours, et vous avez juste envie d'ajouter un nouveau canal à cette application qui est le client Teams. Et à partir de ça aussi, les petits points importants et les outils qui peuvent faciliter la vie. Le but de ce workshop, c'est vraiment pas de rentrer dans le détail du code, de vous montrer des tonnes et des tonnes de code. Le but, c'est plus de vous montrer comment on démarre, quels sont les outils qui sont à disposition. S'il y a des gens qui ont déjà vu par le passé des sessions sur le développement Microsoft Teams, il y a énormément de choses qui ont changé. Il y a plein de nouveaux outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, de simplifier aussi le développement, parce qu'au début, c'était, vous le verrez, assez compliqué si on comprend pas forcément comment ça marche. Si on n'est pas aussi, ça c'est un point important, j'ai eu la chance d'animer plusieurs fois des workshops avec des partenaires qui n'étaient pas forcément des partenaires Microsoft à l'origine. Et quand on vient du monde Slack ou du monde open source ou ce genre de choses, où on a développé une application qui est en Ruby ou en, je sais pas, en Go, ou enfin peu importe. Alors je parle de Go parce que j'ai déjà eu la question. Mais quand on ne connaît pas du tout le monde Microsoft, ça peut vraiment être compliqué de comprendre exactement comment ça marche, comment ça s'intègre avec l'environnement du client, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de détailler tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure.
mais s'il faut, je les prendrai à la fin de cette session. Donc comme Jean-Pierre vous l'a dit, je pense qu'on fera pas tout à fait 1h50, ça tournera à peu près autour des 1h30. Et si vous avez des questions à la fin ou pendant, n'hésitez pas à les poser. Donc, juste pour rappel, et je pense que j'aime bien commencer par cette phase-là. C'est déjà important de connaître comment Teams est architecturé, comment ça fonctionne et quelles sont toutes les briques que vous voyez et que vous utilisez tous les jours. Donc les clients Teams sont des clients qui sont tout en haut. Donc je leur détaillerai dans la slide suivante, mais on a tous les clients. Donc aujourd'hui sous Windows, les clients desktop, sous Windows, sous Mac, sous Linux, le client web et les clients mobiles, tablettes, c'est à peu près la même chose, mais tout ça s'appuie sur un certain nombre de services qui sont en back-end. Bon, déjà principalement la partie Office 365 avec tous les services que vous utilisez sans forcément s'en rendre compte, mais autour de Teams, que ce soit SharePoint, Exchange, OneDrive, Stream, etc., etc. Donc tout ça est regroupé au sein du client Teams. On parle souvent du hub de collaboration, mais en fait derrière ça utilise tous les composants d'Office 365. On va avoir aussi un certain nombre de services qui sont spécifiques à Teams pour par exemple la gestion des policies, la gestion de l'administration, etc. Donc ça c'est inclus dans la brique violette. Et la partie Intelligent Communication Cloud, ça c'est forcément celle qui m'intéresse le plus venant du monde Skype for Business, mais c'est toute la partie comme ce qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, tout ce qui est meeting, avec toute la partie média, audio, vidéo, partage, etc. Et bien sûr, tout ça est basé et hosté dans Azure à travers le monde. Donc c'est forcément toutes ces briques-là qui vont nous permettre de développer aussi des applications Teams assez puissantes et assez intéressantes. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, et ça en tant que développeur, c'est aussi important de comprendre, je pense, comment les outils qu'on utilise, ou en tout cas les outils dans lesquels on va s'intégrer sont développés. Donc, toute la partie web, ou la partie web, en tout cas la partie desktop, partage la même base de code. Tout est développé en mode web avec pour les différents clients desktop des versions Windows et Mac et Linux, tout ça tourne sous Electron avec des plugins et si on peut appeler ça des plugins, mais des modules spécifiques par OS qui sont développés de façon native. Donc que ce soit en C++ pour Windows, que ce soit en Objective-C pour Mac ou d'autres langages pour Linux, etc., etc. Et au-dessus de ça, on a toute la partie web qui est développé en HTML5 forcément et à travers un framework qui était Angular à l'époque et qui est en train de migrer vers React. C'est important, alors c'est une petite chose React, mais c'est important de comprendre parce que vous verrez par la suite que lorsqu'on développe une application autour de Teams, et notamment pour les tabs, etc., ça peut avoir une importance ou en tout cas permettre aussi un gain de temps important pour l'intégration de fonctionnalités pour simplifier le développement et le rendre beaucoup plus efficace. Mais je reviendrai là-dessus après. Après un certain nombre de clients, de composants open source, ça c'est Electron en est déjà un. C'était à l'origine créé par GitHub. GitHub a été racheté par Microsoft, donc ça devient un produit Microsoft. Mais il y a énormément d'outils autour et en tout cas de fonctionnalités qui sont basées sur des produits open source, enfin des composants open source. La partie mobile qui était à l'origine développée sur des clients natifs pour chaque plateforme, et le fait d'utiliser React permet aussi maintenant de partager la base de code pour les clients mobiles en utilisant React Native. Donc voilà, ça c'est assez détaillé, mais c'est assez, à mon avis, assez important de savoir comment ça marche. Et quels sont les composants qu'on va pouvoir utiliser en tant que développeur. Alors pour revenir un petit peu plus enfin en tout cas pour rentrer un peu plus dans le détail du développement, j'ai voulu le synthétiser comme ça, mais trois grands piliers.
ou 3 façons d'interagir avec Teams et le développement d'app. Donc on va avoir la première qui est la partie apps, en l'occurrence, c'est assez simple. Donc c'est toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir ajouter dans le client Teams à travers les différents canaux. Je vais détailler ça juste après. Mais donc vous créez votre propre app comme on pourrait créer une app en fait sur les stores mobiles. C'est un peu le même principe. On va avoir un store dans le client Teams qui va lister l'application et qui va s'intégrer avec un process d'installation, etc. dans les différents canaux disponibles sur la plateforme. Le deuxième, c'est la partie Microsoft Graph. Elle est, en fait, c'est plutôt l'autre côté, c'est que là, on s'intègre pas dans Teams, mais ça va permettre de récupérer Teams, ou en tout cas de récupérer des informations de Teams et d'interagir avec Teams depuis l'extérieur, soit avec des applications qui veulent, je sais pas, par exemple, automatiser la création de Teams, l'administrer, un besoin un besoin important et des demandes assez fortes autour de Graph, c'est par exemple tout ce qui est API de migration qui va permettre de prendre des informations qu'on a à l'extérieur, par exemple de Slack, de plein d'environnements qui ne sont pas aujourd'hui intégrés à Teams, et de pouvoir les mettre directement dans le client Teams en créant des Teams, des messages, plein d'informations et d'automatiser un certain nombre de choses. Et le troisième qui est une plateforme qu'on entend de plus en plus parler, en tout cas Microsoft le pousse de plus en plus, c'est tout ce qui est la Power Platform. Donc Jean-Pierre en a parlé, je crois, juste avant avec la partie Power BI. Mais il y a en fait tous les composants de la Power Platform sont aussi intégrés dans Teams avec Power Automate, Power Virtual Agent et Power Apps. Je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus, déjà parce que je ne suis pas forcément le meilleur pour en parler et c'est pas voilà. Et il y a une autre session, je crois, qui est prévue dans la journée autour de Power Platform. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin ou en tout cas si vous voulez plus de détails sur ce sujet-là. Je vais y arriver. Hop. Donc pour avoir un petit peu plus de détails sur la partie développement dans l'environnement Teams, on va retrouver toutes les modalités qui sont en fait ici au milieu. Donc les tabs qui sont des raccourcis ou on va dire des iframes pour parler plus technique, des iframes qui sont affichés dans le client Teams et qui peuvent rendre un certain nombre d'informations et de sites. Donc vous allez pouvoir configurer des URL et passer un certain nombre de paramètres en fonction des contextes dans les tabs et de pouvoir les afficher directement dans le client Teams, que ce soit dans ce qu'on appelle un contexte personnel. Donc un contexte personnel, en fait, c'est les apps que vous allez avoir dans le client Teams sur la gauche, qui sont en fait des apps que vous allez pouvoir lancer de façon indépendante sans forcément devoir aller dans un Teams et dans un channel. Donc ça, on est vraiment comme si on lançait une app sur son ordinateur, mais directement dans le client Teams. Et après, tout ce qui est scope qui est non personnel, donc en fait c'est tout ce qui est Teams et groupe chat. Ça c'est un truc qu'on n'avait pas avant et qui est arrivé depuis quelques temps. Donc on va pouvoir maintenant aussi intégrer des tabs dans des groupes chat, donc à plus de 2 participants directement. On va pouvoir aussi rajouter des raccourcis vers des applications pour ce genre de contexte-là. Les bots, bon ça je pense que tout le monde connaît, on en a vraiment entendu parler depuis un bon moment, mais ils vont permettre de rajouter aussi des fonctionnalités plutôt intéressantes pour des notifications, pour des interactions un peu plus personnelles et un peu plus spécifiques aussi, directement avec vos applications. Les Adaptive Cards, c'est pas forcément un canal ou en fait une fonctionnalité spécifique de Teams. Elle est disponible dans plusieurs, c'est disponible dans plusieurs produits de la suite de collaboration, Office 365, Microsoft 365. Mais c'est un framework ou un outil qui va vous permettre de mettre en forme des données et mettre en forme des interactions au lieu de mettre un pauvre message texte ou de poster juste un lien ou un message texte dans une Teams ou ce genre de choses. Vous allez pouvoir mettre en forme, mettre des boutons, etc. Je vous montrerai ensuite quelques outils pour pouvoir justement créer ces Adaptive Cards. Et les Adaptive Cards peuvent être mis
mis en avant ou poussé aussi bien par les bots que par les message extensions, que par les connecteurs et les webhooks. Donc c'est assez global sur toute la partie Teams. Les message extensions qui sont en fait des messages enrichis qui vont vous permettre de mettre en forme aussi avec des adaptive cards, de mettre des messages dans les channels ou aussi dans les chats privés. Un exemple, et ce que j'utilise assez régulièrement, par exemple, c'est l'application Azure DevOps, donc qui est l'outil qui permet d'organiser les équipes de développement et le développement d'applications. Vous allez pouvoir l'utiliser par exemple pour poster des liens vers des items ou des choses spécifiques, et il met en forme tout ça avec des messages extensions. Donc il vous suffit juste de cliquer sur l'application. Je pourrais vous montrer après s'il faut, pour mettre en forme, rechercher des informations et les mettre en forme pour les poster directement dans les channels et les chats. Les tasks modules, ce sont en fait pour simplifier rapidement, ce sont des pop-up comme on pourrait les développer en web. Ce sont des pop-up qui s'affichent directement dans le client Teams. Donc au lieu de les afficher à travers du web, en fait c'est le client Teams qui va se charger de l'afficher et de focaliser l'utilisateur sur les actions qu'il a à amener sur l'application, au lieu de le faire directement dans un tab ou ce genre de choses. La partie notification, en fait on va pouvoir aussi interagir avec l'utilisateur directement avec son activity feed, donc poser des notifications directement dans son feed d'activité Teams. En dessous de ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais forcément il y a Azure, il y a le Graph, il y a SharePoint, il y a les Power Apps, Flow, la Power Platform, Power Apps, Flow. Le slide n'est pas forcément à jour, mais c'est Power Automate. Et les connecteurs et les webhooks qui sont en fait des URL qui vont vous permettre de pousser des notifications, que ce soit en sortant ou en entrant dans Teams directement depuis le client. Et au-dessus de ça, on va retrouver en fait les meetings, les groupes, les Teams et toute la partie personnelle. Donc ce sont les différents surfaces ou les différents environnements dans lesquels on va pouvoir s'intégrer dans le client Microsoft Teams. La partie meeting, elle est assez nouvelle. Pareil, si vous aviez par le passé vu des présentations sur le développement, la partie meeting a été annoncée à Ignite en septembre, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est assez nouveau et c'est assez intéressant parce qu'en plus d'interagir avec des utilisateurs de façon, je veux dire, offline, donc à travers les groupes, à travers les Teams, à travers le chat, en one-to-one ou en groupe chat, on va pouvoir maintenant aussi interagir à travers les meetings en affichant des pop-up, en affichant des notifications de façon automatique, comme par exemple ici, ça pourrait être intéressant de savoir que il y a des questions, il y a des interactions possibles. On va pouvoir le faire automatiquement avec la partie meeting. Ça c'est à peu près la même chose, en fait c'est un doublon, mais c'est à peu près la même chose, donc ça résume exactement toutes les interfaces qu'on va pouvoir utiliser pour interagir avec le client Teams. Voilà pour la partie présentation et description de la plateforme Teams. On pourrait en parler de façon beaucoup plus importante, mais le but ici c'était vraiment de vous synthétiser tout ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir interagir. L'objectif de ce workshop, c'est surtout de vous présenter comment on va pouvoir créer de façon très simple, parce que c'est ce qui est utilisé de façon plus importante, toute la partie tabs, la partie bot et aussi la partie message extension. Le reste, on va pouvoir l'ajouter au fur et à mesure, mais c'est là-dessus que je souhaitais vous accompagner, ou en tout cas vous présenter les différentes une fois que vous avez des tabs et des bots, j'ai envie de dire c'est déjà une application qui est assez intéressante à avoir au sein de Microsoft Teams. Alors pour démarrer, on va avoir en tant que développeur besoin d'un certain nombre de prérequis. Alors ils ne sont pas tous nécessaires, mais ils sont quand même bien conseillés. Dans un premier temps, c'est d'avoir un tenant de développement
donc spécifiques. C'est jamais très, enfin déjà c'est pas simple pour un développeur de s'intégrer à un environnement de production. C'est forcément pas conseillé parce qu'on risque de casser des choses. Et puis ça peut être aussi compliqué en fonction des environnements dans lesquels vous êtes. Si vous êtes une petite boîte avec très peu d'employés, peut-être un administrateur ou c'est vous-même peut-être l'administrateur, c'est assez simple. Mais j'ai déjà eu le cas où des clients en fait avaient besoin de développer des applications dans un tenant Office 365, mais ils avaient un certain nombre d'administrateurs qui souhaitaient pas leur donner accès vous verrez aux options qu'on a besoin de modifier ou qu'on a besoin d'ajuster pour pouvoir tester, pour pouvoir intégrer, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir votre propre environnement et de pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Et s'il est cassé, il est cassé et on peut en régénérer un ou le modifier sans avoir à demander des autorisations qui peuvent prendre du temps aussi à avoir. Lorsqu'on passera un peu plus sur la démo, comment vous pouvez avoir ça. Le sideloading, c'est donc par défaut, ça l'était à l'origine, activé par défaut sur les tenants. Maintenant, c'est désactivé par défaut. Donc, lorsque vous allez créer, par exemple, votre tenant développeur, c'est la première opération à faire. On va le faire ensemble, je vais vous montrer où ça se trouve. Le but en tout cas, l'objectif principal de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir prendre un package d'applications qu'on a développé et de pouvoir le tester directement sans avoir à passer par un process de déploiement comme on pourrait le faire avec une application standard. Là, on a juste à générer le package et directement dans le client Teams, on va pouvoir le démarrer, enfin en tout cas le configurer et tester. Donc ça, c'est je pense, primordial de commencer par là. Si vous avez besoin d'un bot, il faut aussi passer par l'enregistrement de ce bot sur Azure. Donc dans Azure, il existe plusieurs services pour créer des bots, que ce soit des services automatiques ou des services juste pour enregistrer le bot et de le configurer de façon un peu plus customisée. Donc pareil, je vous montrerai comment ça se passe, mais il est préférable de le faire en avance. Il y a un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'automatiser la création, mais parfois c'est assez compliqué de s'y retrouver si on ne le fait pas manuellement. Donc en tout cas, c'est un conseil que je peux donner. Si vous pouvez le faire manuellement, il est préférable de le faire manuellement. Un compte ngrok. Alors ngrok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil open source qui permet de publier ou en tout cas de mettre à disposition votre environnement de travail. Alors je vais plutôt préciser en disant votre application directement sur Internet. Vous comprendrez que forcément le client Teams et le service Teams étant un service SaaS, il a besoin d'accéder à votre application sur Internet. Et quand vous développez une application sur votre poste de travail, par défaut, elle n'est pas publiée. Donc ce compte et cet outil ngrok va vous permettre de créer un tunnel entre Internet et votre application et de la rendre disponible sur le web. Ça, c'est pareil, de toute façon, on va l'utiliser tout à l'heure pour aussi bien pour les tabs que pour le bot. Donc de mettre à disposition une URL que vous pouvez personnaliser. Je vous conseille en fait, et c'est pour ça que j'ai mis un compte, parce que vous pouvez utiliser ngrok de façon anonyme et aussi gratuite. Mais le problème de ça, c'est que l'URL qui va être générée va expirer au bout d'un certain temps. Alors par défaut, ça doit être 7 heures, si je ne me trompe pas. Comme vous devez aussi configurer un certain nombre de choses, aussi bien au sein de Teams que sur le bot ou d'autres services, cette URL-là, si vous avez besoin de travailler dessus pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à chaque fois, il va falloir renouveler la configuration qui peut prendre du temps à s'appliquer. Donc je vous invite vraiment à créer un compte et même, pourquoi pas, à prendre un compte payant. Alors c'est pas excessif, ça doit être une centaine d'euros pour l'année, et il va vous permettre vraiment de rentrer et d'avoir une configuration beaucoup plus personnalisée avec des alias, etc. Et ces alias sont persistants. Donc c'est beaucoup plus simple pour un développeur de faire la configuration une seule fois et le lendemain, quand il reprend son travail et qu'il redémarre, ne pas avoir besoin de tout reconfigurer à chaque fois.
Donc ça, c'est plutôt important et plutôt intéressant à avoir dans sa mallette d'outils pour le développeur autour de Microsoft Teams. Et la dernière chose, c'est d'avoir et de démarrer, de prendre l'habitude lorsqu'on développe autour de Teams, de démarrer le client en mode développeur. Donc en fait, ça c'est pareil, aussi bien pour le desktop que le web, que le mobile, d'avoir la version développeur preview. Alors en fait, c'est exactement la même chose que ce que vous utilisez normalement, mais vous allez avoir des fonctionnalités un peu en avance de phase. C'est comme si vous aviez une version bêta de Teams. Avec des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles en production. Et donc, pour un développeur, d'avoir des fonctionnalités en avance, de pouvoir tester en avance des nouvelles fonctionnalités, c'est toujours intéressant et c'est forcément conseillé d'utiliser ce mode d'environnement-là. Pour démarrer, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, ce mode de démarrage-là concerne plutôt des développeurs qui ont besoin de démarrer ou de se lancer sur une nouvelle application. Si vous avez déjà une application que vous voulez intégrer dans Teams, forcément, vous n'allez pas pouvoir utiliser tous ces outils-là. Il y en a certains qui vont être assez utiles pour simplifier l'intégration, mais en tout cas, ils sont pas tous utiles pour un lancement depuis une application qui existe déjà, mais si vous démarrez, ils peuvent tous être très utiles. Donc le premier, c'est les toolkits qui ont été lancés il y a quelques temps. Ils n'existaient pas au début, donc on devait tout faire à la main. Donc ça, c'est deux plugins qui sont à la fois disponibles pour VS Code et à la fois pour Visual Studio, qui vont vous permettre de démarrer ou en tout cas de créer un certain nombre de fichiers de façon automatique et qui sont intégrés donc dans les environnements de développement pour les développeurs. Donc on fera tout à l'heure la création d'un bot avec le toolkit pour Visual Studio. Donc vous verrez comment ça se présente. Et c'est assez utile pour tout ce qui est génération des manifestes, la configuration par défaut qu'on devait faire manuellement auparavant. App Studio, qui est en fait une application Teams qui est intégrée dans le store et qui est intégrée dans le client Teams, qui vous permet de créer ou de configurer des applications Teams, notamment pour la création du manifeste, qui décrit toutes les fonctionnalités de votre application. Donc ça, c'est pareil, on va en reparler juste après. Je vais vous montrer tout ça. Et le dernier, qui est pour moi le plus utile, c'est Yeoman. Donc pour les développeurs JavaScript, ça vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est un toolkit qui va vous permettre d'automatiser et de générer un certain nombre de projets. Et il existe donc une version de Yeoman, ou en tout cas un module de Yeoman pour Teams, qui va aussi automatiser plein de choses pour simplifier la création et l'automatiser. Alors, je vous propose de passer sur mon environnement de démo et déjà dans un premier temps de reparcourir un peu tous les prérequis que j'ai listés auparavant. Alors, je vais partager depuis mon autre environnement mon écran. Voilà. Donc en fait ici je me retrouve donc sur un tenant de démo que j'ai généré avec un certain nombre d'équipes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la partie, une des premières étapes à mettre en place dans votre environnement de développement pour Microsoft Teams, c'est de se rendre sur le dashboard et l'environnement en fait d'administration de Teams. Donc vous pouvez y accéder directement en utilisant cette URL ici, adminteams.microsoft.com. Vous avez sur la gauche un menu qui concerne les apps Teams et un sous-menu qui s'appelle Setup Policy. Il va lister en fait toutes les policies que vous pouvez attribuer à vos utilisateurs. Donc par défaut, il y en a deux. Un pour les First Line Workers, bon ici ça ne nous concerne pas, celle qui nous intéresse aujourd'hui c'est plutôt la globale. Donc en fait si je la sélectionne, je vais pouvoir voir tous mes utilisateurs qui sont concernés par donc par exemple
L'utilisateur que j'utilise ici, c'est celui-là. Donc en fait, il est déjà assigné par défaut, mais je vais pouvoir, comme il est global, je vais pouvoir le mettre. Je vais annuler. Et dans les spécifications ici, en tout cas dans les propriétés de cette stratégie, j'ai une option qui s'appelle Upload Custom Maps. Donc si le portail est en français, ça sera forcément indiqué en français, mais ça va vous permettre, je pense que ça s'appelle quand même side loading en français. Je me souviens plus exactement de la traduction, mais en tout cas c'est assez clair. Et il faut l'activer. Et une fois que vous l'activez, vous sauvez. Et il faut un certain temps quand même avant qu'elle soit appliquée sur votre client pour qu'il puisse, ou en tout cas sur l'utilisateur final et sur le client Teams, pour qu'il puisse sideloader les applications. Comment ça se traduit au niveau du client Teams? En fait, si vous prenez une Teams, lorsque vous cliquez ici sur les 3 petits points, vous allez dans la gestion de l'équipe. Vous avez un menu Apps, en onglet Apps, et si la stratégie est bien appliquée, si l'option est activée, en fait, en bas à droite ici, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais vous avez une option qui dit Upload Custom Apps, et lorsque vous cliquez ici, en fait, vous allez pouvoir uploader le package d'applications directement dans votre Teams et pouvoir tester. Ça ne l'est pas par défaut. Donc c'est plutôt très utile pour un utilisateur de le faire directement. Donc voilà. L'autre prérequis dont j'ai parlé, c'est le mode développeur. Alors pour pouvoir démarrer en fait le client Teams en mode développeur, il suffit de cliquer ici sur l'avatar en haut à droite de votre utilisateur, d'aller dans le menu About, et moi je suis déjà lancé ici en développeur preview, mais de cocher cette case ici de développeur preview. Alors quand vous cliquez, vous allez avoir une notification qui vous spécifie un certain nombre d'informations, comme quoi il y a des fonctionnalités avancées, et que forcément, comme c'est un peu un environnement de développement et de preview, ça peut ne pas fonctionner. Vous allez être délogué et vous devez vous reloguer pour activer le mode développeur. Pour information, si vous avez besoin de précision sur le mode développeur, si vous allez sur la doc Teams, en tout cas la doc de la partie développement, en bas ici, dans ressources, vous allez retrouver une partie public développeur preview avec un certain nombre d'informations pour l'activation, mais surtout ce qui est intéressant, c'est d'avoir elle est mise à jour assez régulièrement. Bon là, ça date quand même du mois d'août, mais elle est mise à jour régulièrement avec toutes les nouvelles, ou en tout cas toutes les fonctionnalités qui sont en cours de preview en mode développeur. Et juste pour finir, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le client, la partie ngrok. Donc ici, moi, j'ai un compte payant ngrok, et je vais pouvoir, donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, avoir un certain nombre de endpoints et de domaines que je vais réserver pour mon utilisation et qui seront donc persistants. Donc à chaque fois que je vais lancer ce tunnel-là, j'aurai toujours la même URL et je pourrai changer la terminaison, mais en tout cas l'URL ne changera jamais. Et donc en termes de configuration pour Azure, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir ce genre d'outil. Voilà. Donc je vous ai listé à peu près toutes les prérequis, et je vous ai montré un peu comment ça se présentait, dans l'environnement Teams. Donc je vous propose de démarrer et de créer une première application avec dans un premier temps un tab. Donc il faut savoir qu'en fait, si on veut schématiser de façon assez simple, une application Teams, ça se présente à travers deux choses. En fait, j'ai envie de dire que c'est même une application assez ordinaire, où en fait on va avoir un front-end qui est en fait ce qui va être affiché dans le client Teams, et un back-end qu'on va plus utiliser pour tout ce qui est notamment le bot, parce que le bot, en fait, l'interaction se fait à travers des API, les messages extension aussi,
Aujourd'hui, les message extensions sont en fait un type de message spécifique pour le bot framework. D'ailleurs, je peux vous montrer, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, mais si je vais dans une équipe ou même un chat, si je fais une nouvelle conversation, en fait, tous les message extensions sont toutes les raccourcis que vous allez pouvoir trouver ici. Et si vous cliquez sur les 3 petits points, en fait, vous allez retrouver toutes les informations, toutes les applications qui contiennent des message extensions. Donc, par exemple, ici, si je prends les stocks, je vais l'ajouter et je vais pouvoir rentrer, si je fais MSFT, hop, directement je vais avoir donc la recherche qui s'affiche et je vais avoir une mise en forme de mon information qui se fait ici sous la forme d'une adaptive cards. Donc au lieu de mettre le résultat simple de façon brute dans le message, il y a une mise en forme qui est faite avec un titre, un message plus gros, des icônes, des boutons, etc. Et quand je le poste dans mon équipe, en fait, je vais pouvoir retrouver ces informations-là sous le même format et interagir directement. Ça va me lancer des raccourcis web. Ça pourrait très bien aussi être des raccourcis directement dans le client Teams. Mais en tout cas, c'est cette message extension et ça interagit directement avec le back-end via des API. Donc pour démarrer, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il y a comme c'est une application neuve, une application démarrée depuis le début, on peut utiliser aussi bien le toolkit que Yeoman. Donc pour commencer, je vous propose de commencer par Yeoman. Donc Yeoman, c'est un projet open source qui a été créé par un MVP Teams qui s'appelle Victor, qui s'appuie sur Yo et qui va vous permettre de générer toute la structure et une première partie du code à travers une interface en command line. Donc moi je l'ai déjà installé, il faut utiliser npm, mais si je le lance directement ici, j'ai donc mon interface, mon shell PowerShell. Je vais ouvrir le bon dossier pour le mettre au bon endroit. Hop. Et il me suffit juste de taper Yo Teams et l'application va démarrer. Donc ça prend un peu de temps. Voilà. Et il va nous guider donc pas à pas en nous posant un certain nombre de questions qui sont en fait, vous le verrez, vous ferez le lien tout à l'heure quand on rentrera un petit peu plus en détail sur le manifeste d'une application Teams. Mais en fait, il va nous demander sous la forme de questions toutes les informations qu'on va devoir préciser dans un manifeste Teams. Donc ici, par exemple, je vais appeler mon application Online Event. C'est celle que j'utilise par défaut. Ici, il va me demander si je veux créer tous les fichiers et créer toute la structure de mon application dans le dossier courant ou dans un sous-dossier. Bon, ça, c'est pas forcément très spécifique à Teams, mais il nous pose la question. Le nom de mon application Teams, donc je vais remettre la même chose. Le nom de ma compagnie, donc je vais laisser ça par défaut. Ici, il va me demander la version du manifeste. Donc le manifeste Teams est en fait un fichier JSON avec un certain nombre d'informations qui est JSON qui est versionné. Et donc à chaque fois qu'il y a des nouvelles mises à jour ou des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans les applications Teams, forcément il y a une nouvelle version. Alors forcément, si la fonctionnalité nécessite une nouvelle intégration dans le client Teams, il va avoir une mise à jour. Il y a aussi une version preview, mais la dernière est la 1.8. Donc on va utiliser celle-là. On peut aussi préciser le partenaire ID Microsoft si vous l'êtes. Ça va être surtout utile lorsque vous allez vouloir publier l'application dans le store avec le Partner Center. Donc automatiquement, vous êtes référencé et vous avez une intégration beaucoup plus simple dans tous les outils de publication, AppSource, etc. Ici, donc il va me demander quelles sont les fonctionnalités. Donc en fait, c'est le slide que je vous ai présenté tout à l'heure avec toutes les surfaces. Ils appelaient ça surface, mais en fait tous les environnements que je vais pouvoir utiliser et mettre en place dans mon application. Donc là, je vais prendre juste le tab. J'aurais pu ajouter les autres, mais là, pour faire très simple, je vais prendre juste un tab. Donc par défaut, je vais laisser celle-ci.
Vous comprendrez pourquoi après, mais je vais laisser celle-là par défaut. Donc il y a en fait une URL générée pour une Azure Web Apps. Et il va me poser des informations, il va me poser maintenant des questions un peu plus spécifiques sur les fonctionnalités que je peux activer au sein de Teams. Donc par exemple, par défaut, le client Teams peut se charger d'afficher un loader que vous allez devoir désactiver via le code après, mais d'afficher un loader lorsque votre application se charge dans un tabs. Donc là, je vais mettre non pour aussi la rendre le plus simple possible. Dans un contexte personnel, est-ce que je souhaite que mon application s'affiche sans header? Donc, en fait, au lieu d'avoir le titre en haut de l'application, elle va être affichée en full screen directement. Donc là, je vais mettre non aussi. Je peux avoir une intégration des frameworks de test et des premiers tests réalisés de façon automatique. Ça, par exemple, c'est une des fonctionnalités qui est intéressante dans Yeoman, qui n'est pas proposée par défaut dans les Teams Toolkit. Donc ça, c'est un petit plus qui est assez intéressant. Je vais mettre non aussi. La partie App Insight, si vous voulez superviser, c'est pareil, c'est une petite fonctionnalité spécifique de Application Insight. De Yeoman, pardon. Le table, je vais l'appeler de la même façon et je vais le rendre configurable. Alors ici, le petit paramètre spécifique, c'est que lorsque vous utilisez un tab dans un environnement qui n'est non personnel, vous avez besoin d'avoir une configuration. C'est-à-dire que quand vous allez ajouter le tab dans un groupe, dans un channel, automatiquement, il va vous afficher une pop-up pour vous demander quelles sont les informations nécessaires. Je vais prendre un exemple qui est assez simple et qui est assez parlant, c'est qu'il existe par défaut dans le store une application qui s'appelle Website. Et si je l'affiche dans un channel, ici, automatiquement, j'ai cette pop-up qui s'affiche qui est en fait la configuration. Et donc ici, je peux très bien l'afficher, je vais le nommer Bootcamp. Et je pourrais très bien mettre, bon là je vais mettre Google, mais peu importe. Et cette configuration, alors là, forcément il va me dire qu'elle n'est pas valide parce que c'est une URL connue, mais bon, je pourrais très bien mettre mon URL spécifique, mais en tout cas, ce que je veux vous montrer ici, c'est que cette pop-up là est nécessaire lorsque vous voulez l'intégrer dans un channel. Et c'est ce que Yeoman me demande ici. Donc là, je vais lui dire que je souhaite l'intégrer dans tout, donc à la fois dans Teams et à la fois dans un team et à la fois dans un groupe chat. La partie SSO, ça c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui est apparue il y a quelques temps maintenant, mais qui est très intéressante pour un développeur. C'est qu'à l'origine, pour pouvoir accéder à un tab qui nécessitait une authentification, en fait l'expérience était assez désagréable pour les utilisateurs parce qu'il était nécessaire de se réauthentifier. Donc, en fait, vous étiez authentifié dans votre client Teams, et quand vous naviguiez vers ce table, il fallait ressaisir à nouveau un mot de passe, que ce soit le même que votre compte Teams ou un autre, mais c'était obligatoire. Depuis quelques temps, sur la partie table, le SSO est supporté. Donc forcément, c'est le SSO avec le compte sur lequel vous authentifiez sur Teams, mais ça rend l'expérience du tab beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple pour les utilisateurs. Donc là, c'est pareil, je vais pas complexifier l'application, mais je vais mettre non. Mais sachez que c'est maintenant possible. Est-ce que je veux rendre mon tab disponible dans SharePoint Online? Je vais mettre non. Et donc là, automatiquement, il va me générer toutes les informations et tous les fichiers dont j'ai besoin. Alors en attendant que ça génère, je vois qu'il y a une question d'Alexandre. Non. Alors, c'est une très bonne question. En effet, la partie Yeoman, je ne l'ai pas précisé, et c'est bien de le souligner. La partie Yeoman est en effet plus en Node.js, et elle va même un petit peu plus loin, c'est qu'elle va aussi vous générer, je vais vous le montrer après, mais générer automatiquement une application React. On n'est pas obligé d'utiliser une application React par défaut, mais par défaut, Yeoman va en effet créer
une application Node.js et React. Pour la partie toolkit, c'est à peu près la même chose. Pour VS Code, c'est seulement du Node et du React, donc c'est à peu près similaire. La partie Yeoman va un petit peu plus loin dans la création, mais en effet. Et la partie ASP.NET, enfin Visual Studio, crée du .NET Core pour la partie bot. Donc pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça peut peut-être changer. J'ai pas forcément l'information, mais en effet, en tout cas, ça c'est important de le savoir. Je l'ai pas précisé. Et merci de poser la question. C'est que en fonction des toolkits que vous allez utiliser, vous allez forcément avoir un choix spécifique. Et la question de Sylvie concernant le mode développeur de Teams, non, il n'y a pas de conditions particulières. N'importe qui peut y avoir accès. Vous avez juste besoin de changer ce mode-là et ça fonctionne sans problème. Juste une chose pour préciser aussi sur la partie tenant développeur. En fait, c'est un tenant, donc il va vous provisionner en fait un environnement Office 365 comme celui que vous avez pour votre entreprise, sauf qu'il est valable 90 jours, si je ne me trompe pas, avec des licences E5 maintenant par défaut. Vous avez peut-être le choix, je ne me souviens plus, mais en tout cas maintenant c'est sûr qu'on peut avoir de l'E5. Il est valable 90 jours et en fait ces tenants-là sont monitorés et donc Microsoft regarde si vous l'utilisez bien pour le développement et s'il est utilisé, en fait il est renouvelé de façon automatique. Donc ça c'est aussi de le savoir. Donc si je reviens sur mon application, donc en fait il m'a bien généré le squelette de l'application. Bon voilà, c'est ça. Donc il va préciser c'est bien du E5 par défaut. Et si vous aviez un compte développeur auparavant, c'est probablement du E3 et il y a normalement un process ou en tout cas il y a une procédure pour pouvoir migrer vers de l'E5 qui est disponible. Ça c'est quasiment sûr. Donc il m'a généré ici un certain nombre de fichiers et une structure d'application. Donc si je la lance dans VS Code, on va rentrer un peu plus dans le détail. Ce qui est ici intéressant en fait, c'est que donc il m'a créé forcément les fichiers que vous avez par défaut. Yeoman utilise par défaut Gulp pour automatiser tout le workflow et tout le process. Je vais peut-être d'ailleurs voilà, ce sera probablement plus visible pour vous. Donc il utilise Gulp. Si on va faire un petit tour dans le package.json par défaut, c'est assez intéressant de voir ce qui est ajouté comme dépendance par défaut. Alors la première, la plus intéressante forcément, c'est celle-ci. Donc en fait, qui est le SDK Teams JavaScript. Ce SDK-là va vous permettre pour des tabs de récupérer des informations du contexte Teams. Donc par exemple de savoir dans un premier temps de savoir si votre application tourne dans Teams, mais aussi de savoir si votre application tourne dans le mode web, dans le mode desktop, dans le mode mobile. Donc on va pouvoir adapter l'affichage. Alors par défaut, et d'ailleurs ça devient maintenant, je crois, un prérequis si vous voulez mettre votre application sur le store, c'est qu'il faut que l'application soit responsive, forcément, quand elle va s'afficher. Bon, sur le desktop et sur le web, ça pose pas trop de problèmes, mais sur le mobile, il faut forcément qu'elle soit responsive, et notamment pour les tabs. Donc en fait, on va pouvoir adapter tout ça et afficher des informations. Pour qu'elle soit responsive, vous n'avez pas forcément besoin du SDK Teams, mais en tout cas, ça permet d'avoir un certain nombre d'informations sur le client. Et après, aussi de récupérer des informations sur le contexte spécifique de l'exécution de votre table. Par exemple, de savoir dans quel channel je me situe, quel est l'utilisateur qui a lancé cette information-là. Alors, je précise sur cette partie-là, donc on va pouvoir savoir quel est l'utilisateur connecté, notamment quelle est son adresse email, ou en tout cas quel est le compte sur lequel il est connecté, mais ça n'engage pas la partie sécurité. C'est-à-dire que l'information que vous avez sur l'utilisateur est en fait juste une information et c'est pas de l'authentification. Donc vous n'allez pas ça ne garantit pas le fait que l'utilisateur soit bien authentifié.
Ça, c'est important. On avait la question assez régulièrement avant, qui est le SSO, mais c'est pas, on peut pas se fier là-dessus pour authentifier un utilisateur. En tout cas, les informations fournies par le SDK Teams ne permettent pas de gérer une authentification. Si vous voulez avoir ces informations-là, il faut donc passer par le SSO. Donc voilà, donc celui-là, il est automatiquement ajouté. On le voit ici, donc l'application qui est générée, c'est du React. Et il y a un autre package qui est plutôt intéressant à voir, c'est la partie Fluent. Donc je reviendrai dessus après, mais c'est en fait le framework UI avec les librairies qui vont permettre de créer par défaut une application qui a le look and feel d'une application Teams, ou en tout cas qui utilise les mêmes composants graphiques que Teams. Et ces composants graphiques-là sont open source et sont disponibles à travers une librairie. Et je rebondis sur ce que j'ai dit au début, lorsque je vous ai décrit la structure du client Teams. Je vous ai dit qu'en fait, ils étaient en train, ou en tout cas le client Teams était en train de se déplacer vers React. Et en fait, c'est intéressant de créer directement une application React, notamment pour ça, parce que les librairies graphiques sont disponibles par défaut en React. Je vous montrerai de toute façon tout à l'heure à la fin sur les ressources, tout ce que vous pouvez utiliser, mais vous avez qui vous donne le React directement. Si on rentre dans le code source de l'application, donc il m'a généré, comme je lui ai demandé, un tab qui s'appelle Online Event. Donc je vais retrouver les informations ici avec la partie config. Donc ce que je vous ai montré par exemple avec l'application Web App, en fait il va générer aussi l'interface directement pour la partie config et il va mettre directement du code pour l'intégration avec le client Microsoft Teams. Donc vous le voyez ici, en fait ça utilise, on le voit tout en haut, mais la librairie JS de Teams. Et on va pouvoir, par exemple, ici, savoir si on est dans Teams et me donner des informations de contexte qui vont être affichées directement dans le tab. Donc ça, c'est bien beau, ça nous a généré une application automatiquement, mais le but, ça serait peut-être de la démarrer, de la lancer directement dans Teams. Donc à travers l'outil Gulp, qui est intégré directement dans Yeoman, on va pouvoir en fait générer, donc soit en utilisant Gulp Manifest, générer le manifeste de l'application. Donc si je fais ça, normalement, il va me le générer avec tous les fichiers. Donc en fait, une application Teams, c'est un fichier zip qui contient trois fichiers, qui sont deux fichiers images, qui sont les icônes en fait de l'application, et le manifest.json qui contient toute la structure de l'application. Donc par défaut, ce fichier zip ne contient pas de code particulier. En tout cas, il n'y a pas de source de l'application à fournir par défaut à Teams. Il contient juste en fait la configuration et les raccourcis vers les différents endpoints de votre application. Une fois que j'ai fait ça, donc il m'a généré normalement ici, si je fais ça, il m'a généré un dossier qui s'appelle manifeste, dans lequel on va donc retrouver les deux icônes, une en couleur et une en transparence. Donc là, en fait, il y a juste le contour, mais en gros, c'est juste un raccourci. En fait, cette différence-là, c'est que la partie outline est utilisée si vous venez attacher l'application sur la gauche. C'est cette partie, c'est cette icône-là qui est utilisée par défaut. Comme on va le retrouver ici, en fait, si vous allez dans le client Teams, ici, en fait, elles sont en blanc, les applications, c'est le même principe. Donc on doit fournir une version plus spécifique. Et la partie manifeste, donc en fait, on va retrouver le schéma JSON dont je vous parlais tout à l'heure avec le numéro de version qui est ici. Si je vais essayer de zoomer si j'y arrive. Peut-être un petit peu moins. Ça ira comme ça. Donc on va retrouver donc la version, l'application ID. Alors il génère automatiquement des placeholders, enfin des informations génériques, mais vous verrez que quand on va générer l'application,
il va les remplacer. On va retrouver le nom, les descriptions. Donc tout ça, c'est ce qui est utilisé en fait par la plateforme pour afficher votre application dans le store. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ici la partie un peu plus technique avec la configuration de mon table dont je lui ai demandé. Et plein d'autres, donc ça c'est les autres surfaces qu'on peut utiliser et des informations un petit peu plus techniques par défaut avec notamment le loader dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici il est à false, et un certain nombre de paramètres. Donc tout ça c'est bien. On va pouvoir aller un petit peu plus loin avec Yeoman, c'est qu'on va pouvoir aussi lancer l'application en mode debug ou en mode développeur avec ngrok. L'un des avantages en plus de Yeoman par rapport aux autres, c'est que toute l'interaction et l'intégration avec ngrok va être automatique. Alors ici, cette interaction avec ngrok, elle est en mode, je vais dire, anonyme et gratuite, c'est-à-dire que vous allez le voir. Donc je vais lancer la commande qui est ngrok gulp ngrok serve, si je ne me trompe pas. Et vous allez voir, donc il va en fait redémarrer toute mon application, générer le manifeste en remplaçant les URL avec l'URL de ngrok qu'il a généré ici. Vous voyez, il y a l'URL de ngrok qu'il a généré. Donc il est bien précisé que c'est une URL aléatoire et qu'elle va expirer. Et il va remplacer automatiquement le manifeste, ou en tout cas les informations du manifeste, avec cette URL-là. Il va me générer tout ça, me générer l'application, utiliser un certain nombre d'outils pour valider que mon application est correcte. On va patienter une seconde, normalement ça ne devrait pas prendre trop de temps. Hop. Et là, ça y est. Donc en fait, mon application tourne. Donc en fait, si je vais sur localhost 3007, normalement, je devrais voir quelque chose. Donc j'ai bien online event. Donc là, forcément, il met juste une information sur l'application. C'est pas le même résultat que dans Teams, mais ce qui est surtout intéressant avec Yeoman, c'est que ici, il me l'a généré et je vais pouvoir directement dans mon application Teams le sideloader. Donc, je vais prendre par exemple l'application Contoso, enfin le team Contoso. Je vais aller, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans Manage Teams, Apps, et je vais cliquer ici sur Upload Custom Apps. Et je vais retrouver, donc en fait, c'est, si vous regardez, le package généré par Yeoman, et il m'a généré le fichier zip. Je vais le prendre et il va me le lancer directement. Donc je retrouve l'icône, je retrouve les informations qui sont ici, des informations assez en tout doux, mais donc on va retrouver toutes les informations de mon application et je vais pouvoir l'ajouter. Donc ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va installer l'application directement dans cette team en particulier. Et si je retourne dans le channel, par exemple, général, je vais pouvoir cliquer ici sur le petit plus pour installer un nouveau table et normalement mon application apparaît. Donc elle est ici et il va me lancer, donc comme c'est un tab configurable, il va me lancer en fait l'application directement. Et ici, je vais pouvoir mettre Bootcamp, peu importe. Donc vous voyez qu'en fait alors c'est très subtil et il faut peut-être avoir un peu l'habitude de les voir, mais en fait la zone de texte ici a le même look qu'une zone de texte dans Teams. Donc en fait parce qu'on utilise la librairie Fluent qui génère des composants avec le même design que la partie Teams. Je vais faire Save et donc il va interagir avec mon application et directement ici, il va me rafficher le message que j'avais mis tout à l'heure et hop, on va pouvoir donc directement avoir le tab qui va s'afficher directement dans mon application. Donc là, je l'ai sideloadé dans une Teams en particulier. Si je veux, par exemple, mettre l'application à disposition de mes utilisateurs ou d'un groupe de développeurs, par exemple, ou de personnes qui ont besoin de tester, je peux aussi mettre à disposition mon application à travers un store privé, donc un store qui est spécifique à l'entreprise ou en tout cas au tenant. Donc pour faire ça, je vais aller dans les trois petits points ici, je vais aller dans More Apps et ça va m'afficher donc le store
de Teams. Et en bas à gauche ici, vous avez une petite option qui s'appelle Upload Custom App, qui est à peu près la même chose que ce que vous retrouvez pour faire du sideloading dans une Teams en particulier. Et ici, je vais reprendre la même application, donc le même manifeste, le même package. Je vais l'uploader. Bon, là, je vais le rajouter s'il faut dans une autre Teams. On va le mettre dans celui-là. Ça n'a pas trop d'importance. Alors, hop. Et normalement, ici, si je retourne, je ne l'ai pas là. Ah, il faut peut-être. Bon, en tout cas, normalement, il y a une option qui apparaît ici, qui va vous, en fait, qui est un store spécifique à l'entreprise. Tout à l'heure, on repartira sur le portail d'admin, mais vous verrez que vous pouvez aussi le gérer directement dans le portail. Donc ici, j'ai uploadé, j'ai testé ma première application avec le tab. La partie développeur preview, alors je vous avoue que je vais essayer de vous montrer, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. En tout cas, c'est un peu capricieux. La partie développeur preview, elle va vous permettre aussi notamment, alors parce que si aujourd'hui je lance l'application aussi dans mon client Teams sur le web, vous verrez que je vais retrouver exactement le même résultat que ce que j'ai dans mon client desktop. Mais en tant que développeur, quand je lance mon application, il peut être intéressant aussi d'avoir quelques informations de debug. Je sais pas, par exemple, j'ai besoin d'afficher des informations dans la console, ou aussi de voir les erreurs. Il y a un comportement un peu étrange. Il y a des erreurs. On voit pourquoi mon application se comporte comme ça. Donc si je retourne ici, donc je suis bien dans mon application Teams au format web. Si je vais ici, normalement, hop, ouais, voilà, elle était bien chargée. J'étais un peu trop vite. Ici, je retrouve le tab donc, que j'ai ajouté à travers mon client en desktop. C'est exactement la même chose. L'avantage d'utiliser ngrok, c'est que je vais pouvoir débugger si nécessaire ou avoir des informations directement dans mon application ici. Donc là, j'ai les traces des appels vers les ressources. Mais des fois, j'ai besoin aussi de savoir exactement dans le contexte Teams quelles sont les erreurs, les messages que je peux avoir. Dans le format web, sur le client web, au final, c'est assez simple. Ici, je lance les Developer Tools et je vais avoir en fait dans la console, forcément les messages qui sont liés à Teams, mais si j'ai des messages spécifiques à mon application, je vais aussi les voir apparaître parce qu'elles tournent comme si elles étaient dans le même environnement. Et cet aspect-là, j'aimerais bien aussi pouvoir le retrouver directement quand j'exécute mon application dans la partie client desktop. Donc le mode développeur preview vous permet aussi d'avoir ça. Donc normalement, quand je lance une application, mais je vais tester, mais il y a de grandes chances que ça fonctionne pas parce que c'est assez capricieux. Mais normalement, quand je lance l'application directement dans mon client Teams, si je vais en bas à droite dans le raccourci ou dans l'icône Teams qui est disponible à côté de l'heure ici, normalement, c'est le dieu des démos est avec moi aujourd'hui. Vous avez Open DevTools qui s'affiche. Et donc, je vais pouvoir le lancer. Et en fait, ça va me lancer le DevTools qui est lié à Electron. Et je vais retrouver le même résultat que si je lançais le DevTools dans le mode web. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Je retrouve, donc, comme Electron, si vous ne connaissez pas Electron, en fait, Electron, c'est juste c'est un outil qui va regrouper un serveur Node.js et le moteur Chromium. Donc, en fait, on va retrouver les outils de développeurs de Chrome directement qui sont assez efficaces. Et donc ça, c'est apporté par le mode développeur preview. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon tab, j'ai mon application et je voudrais, pourquoi pas, ajouter un bot. Le bot, on pourrait très bien le rajouter ici directement ou le rajouter directement dans le manifeste de façon manuelle. Ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on va pouvoir, dans un premier temps,
C'est ça, Jean-Pierre, exactement. Le dieu des démos semble être avec nous aujourd'hui. Il faut bien qu'on ait des côtés positifs un peu en ce moment, entre la pandémie, les mauvaises nouvelles, etc. Bon, c'est plutôt, on se réjouit avec peu de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait ajouter de nouvelles fonctionnalités à mon application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre outil. Alors vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais ici le but c'est vraiment de vous montrer tout ce qui est possible. C'est que je vais aller dans le store, j'ai déjà installé, je vais utiliser App Studio. Donc si je lance App Studio, en fait c'est une application Teams. Donc elle va se lancer comme une application Teams en mode personnel. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait le mode personnel, je vais avoir ici. Vous pouvez ici cliquer directement et mettre PIN, ce qui fait que elle va jamais s'en aller, elle va rester dans la liste des. Donc c'est comme un raccourci en fait. Donc le raccourci ici, et je vais pouvoir lancer le App Studio. Donc ici, j'ai un bot qui est lié à App Studio. Vous verrez pourquoi après, mais il va m'afficher un certain nombre d'informations. Ce qui m'intéresse ici, pour pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités, c'est le Manifest Editor. Le Manifest Editor donc, va pouvoir soit me créer une nouvelle app, soit gérer le bot. Donc en fait, gérer le bot, en gros, ça me donne un raccourci vers le portail Azure ou importer une app existante. C'est ce que je vais faire ici. Je vais récupérer en fait l'application qui a été créée par Yeoman et je vais la traiter ici directement dans App Studio. Donc c'est une façon un petit peu plus graphique de manipuler le fichier JSON. Donc en fait, je vais retrouver le certain nombre d'informations. Donc vous voyez tout à l'heure quand on l'a installé, je vous parlais des to-do installés, on les retrouve ici. Donc si je la mets à jour, online event for bootcamp par exemple. Donc toutes ces informations-là en fait sont surtout nécessaires pour la partie publication dans le store et en tout cas pour pouvoir de façon simple vous donner toutes les informations utiles à l'application. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les capabilities. Donc le tab, on va retrouver la configuration de mon tab qu'on a utilisé auparavant. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie bot. Donc je vais faire un setup. Je vais créer un nouveau bot. Je pourrais très bien utiliser un bot existant, il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais l'appeler bootcamp bot. Je vais lui dire que en fait, mon bot supporte l'upload et le download de files. Je pourrais très bien utiliser le bot en mode notification. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous cochez cette case-là, lorsque vous allez installer l'application, le bot va pouvoir vous envoyer des messages, mais vous ne pourrez pas lui en envoyer. Donc automatiquement, en fait, la zone de texte sera grisée. Vous allez pouvoir aussi activer la partie vidéo call et audio call. Donc ça, c'est une fonctionnalité que j'apprécie quand même. C'est un peu mon dada, comme on dirait, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on aurait pu faire auparavant, ou en tout cas, c'est plus sur la plateforme média, donc venant de Skype, c'est pour ça que c'est une fonctionnalité que j'apprécie, où on va pouvoir en fait interagir avec le bot sous la forme de call audio ou vidéo. Donc c'est des usages assez avancés, mais qui sont assez puissants et plutôt intéressants à utiliser. Bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est assez lourd, mais on peut le faire. Et je vais pouvoir ici cocher en fait tous les scopes dans lesquels mon bot va être disponible. Donc personnel, c'est je vais pouvoir discuter avec lui en one-to-one, soit l'intégrer via un Teams en utilisant des notifications ou en tout cas des mentions, de pouvoir faire bootcamp bot par exemple, ou online event, ou peu importe le nom de votre bot, et de le mentionner et de lui poser des questions directement dans un Teams. Et en fait le groupe chat, c'est à peu près la même chose. C'est que vous pouvez l'intégrer dans une discussion et le mentionner directement. Je vais créer le bot. Alors là, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer un bot. Alors le problème, c'est que je pense que comme c'est un compte de démo, il ne va pas réussir à me le faire, mais c'est pas très grave. En tout cas, on peut le faire ici directement. Si je veux le faire, donc il me l'a fait quand même, mais le endpoint est vide. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, juste pour vous montrer, je vais le supprimer celui-là et je vais le faire en manuel. Ce sera beaucoup plus simple avec un tenant. Donc ici, je
je switch sur mon compte Azure. J'ai créé une ressource qui s'appelle Bootcamp et je vais ajouter donc une bot registration, enfin une bot channel registration. Donc en fait, je vais juste dire à Azure, voici le bot dont j'ai besoin avec tous ces paramètres et surtout, il est disponible à telle adresse. Le mieux, c'est forcément de l'héberger dans Azure, mais vous pouvez l'héberger n'importe où. Et au final, là, ici, on va l'héberger sur ma machine à travers ngrok. Mais demain, si vous avez déjà des environnements web que vous voulez réutiliser, vous pouvez très bien utiliser cela. Il n'y a aucun problème. Donc, je vais utiliser le bot channel registration. Create. Donc ici, mon bot handle, je vais l'appeler Bootcamp Paris 2020 par exemple. Donc ici, il y a les informations, je vais le mettre en premium. Donc ici, le endpoint que je vais utiliser, donc c'est un endpoint ngrok. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un endpoint que j'ai déjà déclaré. Donc c'est celui-là. On va le faire comme ça, ici. Hop. Je vais coller ça ici. Et par défaut, le contrôleur, ou en tout cas le endpoint de message qui est créé par les outils de génération comme le toolkit, sont sur le pass qui est API/messages. Donc je vais le mettre ici directement en essayant de ne pas me tromper. Parce qu'en l'occurrence, si vous vous trompez, c'est un peu pénible parce qu'il y a une certaine latence de mise à jour. Et donc, c'est un peu le même principe que la mise à jour du endpoint ngrok, c'est que si vous devez le changer, vous ne pouvez pas forcément le faire immédiatement. Donc, ou en tout cas, il faut attendre un petit peu. Donc, si on peut éviter de se tromper ou éviter de changer tous les 2 jours, c'est mieux. Je vais faire ça et je vais lui demander qu'il me crée automatiquement le app ID et le password, en sachant que le password, je risque d'en générer un nouveau pour préciser les informations ensuite. Donc là, il va me le générer. Bon, ça, si vous avez déjà fait des bots, c'est assez simple, hein. C'est toujours la même chose. On va attendre. Donc normalement, là, il me l'a généré. Bon, j'ai dû me tromper, c'est pas très grave. Alors, ici, donc je me retrouve directement sur mon bot channel. Ce qui m'intéresse dans cette interface, il y a 2 choses. C'est la première, et ça, il faut surtout pas l'oublier de le faire parce que ça arrive assez régulièrement et on peut chercher pendant un certain nombre de temps pourquoi ça ne fonctionne pas dans Teams. C'est qu'il faut activer le channel Teams. Donc à ne pas confondre avec un channel dans le client Teams. Ici, ce sont les fonctionnalités qu'on va pouvoir ajouter par le bot, enfin dans le bot, et il faut ajouter la partie Teams. Donc, hop, je vais lui dire que j'utilise donc le Microsoft Teams Commercial, donc c'est ce qu'on utilise par défaut. Si vous avez activé la fonctionnalité calling, il faut aussi lui préciser l'URL. En fait, un bot Teams par défaut va avoir 2 endpoints. Le endpoint où vous allez pouvoir lui envoyer des messages en IM et le deuxième, le message que vous allez pouvoir lui envoyer, enfin en tout cas les notifications. Donc c'est-à-dire que quand vous allez activer la partie audio et vidéo d'un bot dans l'interface Teams, en haut à droite, il va afficher donc le téléphone et la caméra. Et lorsque vous allez cliquer sur ou en tout cas quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton-là, en fait, la plateforme va invoquer automatiquement un message et elle va appeler cette URL-là. Et c'est comme ça qu'on va déclencher tout le process de mise en relation de votre bot avec le client en audio et en vidéo. C'est le même principe que le message, mais le message, forcément, c'est un peu plus simple. Je vais faire save. Je vais lui dire OK. Voilà, juste le temps. Et après, ce qui m'intéresse ici, c'est la partie settings. Donc là, dans la partie settings, on va retrouver le message endpoint que j'ai configuré. Et ce qui va être utile après pour pouvoir configurer le bot, c'est surtout cette app ID. Donc en fait, si je retourne dans mon App Studio, que je fais setup et que je prends un bot existant, je vais lui dire c'est ce app ID là. Je recoche les mêmes. Je vais juste cocher ces 2 cases-là, juste pour vous montrer ce dont je vous parlais il y a 2 minutes avec les raccourcis. Et je vais faire save.
Donc là, en fait, mon application est configurée avec mon bot. Je vais pouvoir, alors j'ai pas encore démarré le projet back-end pour gérer la communication bot, mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Donc l'avantage avec aussi avec App Studio, c'est que tout le process de je prends mon application, je la package, je l'upload et je la mets à disposition dans un Teams, tout est automatique. En tout cas, j'ai juste à cliquer sur install et il va me dire ah ok, je vois que il y a un tab. Est-ce que tu veux que je l'ajoute à un chat ou à un Teams? Je vais dire oui, ajoute-le à un Teams, à un team plutôt. Je vais le mettre pareil, Contoso, et je vais lancer la configuration. En tout cas l'installation. Et vous allez voir, donc par défaut, il va me lancer. Voilà. On va repasser à un zoom plus. Hop. C'est mieux. Et donc ici, je retrouve mon tab, si je ne l'ai pas arrêté, non, c'est bon. Et ici, normalement, si je fais New Conversation, si je fais ça, normalement, je devrais avoir, si je ne me suis pas trompé, j'ai bien mon bot qui s'affiche ici, Online Events. Et je peux le mentionner. Si je le lance, juste pour vous montrer ici, Bootcamp Paris, ici vous voyez que en fait ce bot-là a en plus les raccourcis pour pouvoir lancer un appel audio et un appel vidéo. D'accord ? Ça, c'est juste le fait que j'ai coché dans le manifeste le audio-vidéo, il va m'afficher ces boutons-là. Donc là, très bien. Donc, d'un point de vue Teams, tout est configuré. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le endpoint que j'ai configuré, il faut qu'il réponde forcément. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser Yeoman, je vais utiliser l'autre, un des autres plugins qui est celui pour Visual Studio. Donc, si je lance un nouveau projet Visual Studio, j'ai déjà installé, donc il faut aller sur le Visual Studio Market. J'ai déjà installé le plugin qui s'appelle donc Teams Toolkit. Et il va vous créer en fait et vous ajouter dans la liste de vos nouveaux projets un template qui s'appelle Microsoft Teams App. Si je le lance ici directement, Next, je vais l'appeler Bootcamp Paris 2020. Je vais le mettre dans le bon dossier ici. Ce sera très bien. Create. Donc là, en fait, sur le même principe que ce que je pourrais avoir dans Human, il va me demander quelles sont les modalités que je veux activer. Moi ici, celui qui m'intéresse, c'est le bot. Je vais lui faire suivant. Et en fait, sur le même principe, c'est à peu près toujours la même chose. On retrouve les mêmes informations. Je vais lui dire que je veux un bot que j'ai déjà créé. La différence par rapport au manifeste, c'est qu'ici, forcément, comme je suis un service back-end et que c'est moi qui vais gérer toute l'intelligence et tous les algorithmes liés au bot, je vais devoir lui mentionner à la fois le app ID et à la fois le password. Donc pour ça, je retourne dans mon interface d'Azure, je prends le app ID que je vais mettre ici. Et pour le password, en fait, je vais devoir cliquer sur Manage. Il m'en a généré un par défaut, mais il faut savoir que forcément, pour des raisons de sécurité, le password est caché. Donc, c'est pas très grave. Comme il n'est pas utilisé, je vais supprimer celui-là. Et je vais en recréer un nouveau qui expire jamais. C'est pas très grave. Et donc ici, en fait, juste pour le temps de la récupération du password, il est en clair. Et je vais le copier ici directement et je vais faire finish. Donc là, c'est pareil, sur le même principe que Yeoman, il va me générer un certain nombre de fichiers et tout le squelette de mon application. Donc il va me créer une application .NET. D'ailleurs, c'est pas du .NET Core, c'est du .NET. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi ils utilisent encore du .NET Framework, mais c'est bien du .NET Framework en 4.7.2, ce qui est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, mais il va créer donc l'environnement en .NET Core et il va m'ajouter aussi un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est une interface que vous allez retrouver de façon identique quand vous allez lancer VS Code. C'est exactement la même chose avec un certain nombre d'informations. Ici, vous allez retrouver le edit package. Bon, là, je vais pas le faire parce que
Alors il y a un petit, en tout cas sur Visual Studio, il y a un petit bug, c'est qu'il va générer 2 manifestes, un développement, un production. En fait, les manifestes ne sont pas valides, donc si je fais production, il va me mettre une erreur normalement. Voilà, il me dit que c'est pas valide. Mais en gros, le Edit App Package, c'est ni plus ni moins qu'un raccourci vers le App Studio. Vous allez retrouver exactement la même interface, mais dans Visual Studio. Il va avoir d'autres fonctionnalités, la partie Validate et Publish, qui sont en fait exactement, pour revenir, c'est exactement la même chose qu'ici. Donc la validation, en fait, si je clique ici, vous avez un certain nombre de checks qui sont réalisés. Ça, c'est plutôt utile pour préparer votre publication sur le store. Et en fait, ici, vous allez retrouver exactement la même chose. Donc en fait, il vous liste un certain nombre de checks, il vérifie tout ce que vous avez besoin. Et automatiquement, donc là, c'est pareil, hein, je vais pouvoir sélectionner comme j'ai 2 environnements. Il va me dire, voilà, et si je fais publish, bah, c'est pareil. C'est des raccourcis. Donc si je vais dans le code, je regarde un petit peu, donc il m'a créé en fait le manifeste avec les 2 fichiers, la partie, les 2 icônes et les 2 manifestes qui sont en fait le manifeste.json. Si je clique dessus, bah là il est assez, donc c'est pour ça que ça plante en fait, hein. Enfin c'est pour ça qu'il met un message d'erreur, c'est que bah, la structure elle est assez vide. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est la partie code. Donc en fait il m'a généré il m'a bien généré la structure avec un bot ici, qui est un conversation bot avec donc toutes les informations. Et donc en fait, le point important, c'est que par défaut, il ne crée pas un bot comme vous pourriez créer un template de bot vierge, c'est bien un bot spécifique pour Teams. Donc je vais le lancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en mode. Donc en fait, alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est que c'est bien du .NET Core, mais c'est du .NET Core qui est après transformé en .NET Framework, enfin qui tourne. Donc on utilise la syntaxe de .NET Core pour .NET Framework 4.7.2. Donc si je vais ici dans la config, je vais juste vérifier le port sur lequel il va lancer l'URL pour vérifier que c'est bien la bonne. Donc ici, je suis bien en mode Kestrel avec, alors je vais le mettre en production parce que ça c'est un truc tout bête, mais je ne vais pas lancer d'URL et il me le lance donc soit sur le port 5001, soit sur le port 5000 en HTTP. En fait, j'ai mis production parce qu'ici vous avez les fichiers de config et par défaut, bah, il va vous le mettre en développement, sauf que dans le développement, il n'y a pas le app ID, le app password, qui se retrouve ici directement. Donc c'est pour ça que je le saisis directement. Donc si je lance ça, normalement, ça devrait fonctionner. On va juste valider dans un premier temps que ça se lance bien en local. Ça m'a l'air pas mal, donc il n'y a pas d'output parce que forcément, ah si, c'est bon. Normalement, il devrait me le lancer. Je n'ai pas coché. Bon, en tout cas, en local, ça se lance. Ah là là. Je vais faire. Je me suis. Hop, je vais retourner sur le debug pour. Pourquoi il me le lance ici? Ah ouais, forcément. Je suis bête. J'ai pas enregistré. Hop, service. Je relance. Et en parallèle de ça, donc maintenant que mon bot est accessible et disponible en local sur ma machine, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir y accéder depuis Teams, il faut que je le rende disponible sur Internet. Donc pour ça, je vais utiliser ngrok. Je vais utiliser mon compte que j'ai déjà configuré. Donc ici, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais retourner sur mon compte ngrok. Donc en fait, l'URL que j'ai configuré tout à l'heure, elle est ici. Et je vais utiliser ce tunnel-là. Pour ça, j'ai utilisé donc mon compte que j'ai configuré à travers un fichier YAML dans lequel j'ai précisé toutes les informations. Et je vais pouvoir le lancer en fait directement en utilisant la command line. Donc j'ai ajouté en fait ngrok dans mon pass pour pouvoir l'avoir directement disponible n'importe où. Et donc ici, si je fais démo, j'ai un fichier ngrok et je vais pouvoir utiliser la commande qui est
la suivante, donc ngrok start-all, parce que dans un fichier ngrok YAML, vous pouvez spécifier plusieurs tunnels en même temps et vous pouvez lui dire lance tous les tunnels en même temps. Donc, par exemple, si j'ai mon tab sur un endpoint particulier, mon bot sur un endpoint particulier, je peux tout configurer dans le même YAML, le lancer et il va tout me générer et tout me lancer en même temps et tout en parallèle. Et je lui précise le fichier de config et donc là, hop, il me lance l'URL vers, donc en gros cette URL là qui est disponible sur internet va pointer automatiquement vers mon localhost sur le port 5000. Donc si je fais ça et si je rentre l'URL, normalement je devrais avoir le même résultat que tout à l'heure si je ne me suis pas trompé. Très bien, donc parfait. Donc c'est accessible ici sur internet. Je vais le laisser tourner, je vais revérifier vis-à-vis de Teams que je ne me suis pas trompé. Donc je relance mon manifeste, mon bot. Ici, normalement, si je fais edit, il devrait me lancer, tout est, ça semble OK. Bon, parfait. On va le réinstaller. Hop. Et donc là, j'ai bien le chat. Alors juste pour tester de façon très simple, parce que c'est parfois aussi un peu capricieux ce genre de projet, comme je l'ai fait en démo, soit le dieu est continue à être avec moi, le dieu des démos, soit ça ne fonctionnera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contrôleur. Ici, je vais juste mettre un petit point d'arrêt sur le poste pour vérifier que lorsque j'envoie un message depuis Teams, si je fais hello, normalement le point d'arrêt ici devrait se lancer. En effet, et si je fais F5, hop, pour continuer, on va vérifier. Alors ça peut prendre un peu de temps Là, en effet, il semble pas être avec moi pour cette démo-là. En tout cas, j'ai un Unauthorized Access Exception, donc il a l'air de bien être lancé et ne pas vouloir répondre. Je vais essayer une dernière fois, juste. Non. Bon, malheureusement, moi, je vais pas passer plus de temps là-dessus. Excusez-moi. Bon, là, j'aurais pas le temps de débugger ici, mais bon, ça devrait fonctionner. En tout cas, l'appel, vous voyez bien que le process est valide, c'est-à-dire que depuis Teams, j'ai configuré mon bot dans Azure avec une URL spécifique. Cette URL est exposée via ngrok et ngrok redirige le trafic, ou en tout cas les appels qu'il reçoit, vers ma machine. La preuve est que quand je mets un point d'arrêt ici directement sur l'entrée de la méthode, donc du contrôleur, ici post, j'ai bien un point d'arrêt. Bon, après, il doit avoir un petit souci dans le EcoBot, j'ai déjà eu le problème, mais bon, j'aurai pas le temps de le corriger ici en live. Donc voilà, donc ici j'ai précisé, ou en tout cas j'ai configuré mon bot. Bon, normalement, s'il n'y a pas de souci, il devrait me répondre et avoir toutes les informations nécessaires. Juste pour revenir sur la partie App Studio, je voulais juste revenir sur le Cart Editor. J'ai parlé tout à l'heure des Adaptive Cards. En fait, dans App Studio, vous avez la possibilité de configurer, ou en tout cas de visualiser quel serait votre Adaptive Card si vous la créez. Donc en fait, Hero Cards et Thumbnail Cards sont des formats de cartes qui sont spécifiques, qui ne sont pas aussi génériques que Adaptive Cards. Adaptive Cards est un format mis en avant par Microsoft et qui est supporté par plein de produits, Outlook, Exchange, etc. Et donc, et c'est celui qui est le plus puissant. Dans la dernière version, il y a vraiment des interactions assez avancées qui sont plutôt intéressantes. Et donc, si j'en crée une ici, je vais pouvoir la visualiser. Donc, en fait, c'est pareil, hein, la base du schéma de l'Adaptive Cards, c'est un schéma JSON qui est en fait rendu ici directement sous ce format-là. Et là, ce qui est assez cool et assez utile ici
dans le App Studio, c'est que quand vous faites Send me this card, en fait, vous pouvez voir directement à travers le chat de App Studio la visualisation d'une application, enfin de l'Adaptive Cards avec par exemple la date. Et donc tous ces formats-là sont générés par Adaptive Cards. J'ai juste à définir un format JSON avec des informations et une configuration particulière. Par exemple, ici, que je veux un champ date, quand j'appuie sur Set Due Date, je veux que ça me mette un champ date. Tout ça est en fait édité automatiquement par l'outil et par Adaptive Cards. Pour avoir un peu plus d'infos, je vous invite aussi, il y a un site qui s'appelle adaptivecards.io, ça doit être. Donc là, qui donne toutes les informations utiles sur la partie Adaptive Cards. Donc c'est bien supporté par un certain nombre c'est intégré automatiquement un certain nombre de langages. Ce qui est surtout intéressant, c'est que vous avez un designer ici, qui est à peu près la même chose que ce que vous avez dans App Studio. Mais la seule différence, c'est qu'ici, vous avez un petit menu déroulant où vous pouvez voir en fait déjà tout ce qui est supporté comme plateforme. Et ici, vous pouvez par exemple mettre Microsoft Teams et en fait, vous avez le look and feel d'une Adaptive Cards directement dans Teams. La même chose, juste pour revenir sur les choses utiles, c'est le Control Library. Donc en fait, ici, vous avez un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément ceux dont je parlais tout à l'heure sur Fluent. En fait, sur Fluent, donc qui est à peu près la même chose, qui est une interface graphique. Vous allez le retrouver ici. Vous avez donc en fait c'est le repo GitHub qui affiche une démonstration de tous les composants. Par exemple, normalement, vous avez un truc qui s'appelle Chat, qui est juste ici. Donc en fait, quand vous regardez, le look and feel, c'est exactement le même que dans Teams. Et vous avez la possibilité directement de récupérer le code. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où j'ai pu l'aborder en début de session, en fait, tout est basé sur React. Donc le fait de choisir React, vous pouvez très bien utiliser un autre framework ou utiliser du Vanilla.js, ça ne poserait pas de problème. Mais en tout cas, l'utilisation de React simplifie quand même énormément l'intégration et fait gagner énormément de temps aux développeurs parce qu'ici, il y a juste à rajouter la librairie, de mettre des composants en JSX là, et hop, ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même plutôt utile. Alors voilà pour tout ce qui est Teams. Il y a une autre chose que je voulais préciser, ou en tout cas je voulais faire une petite présentation, c'est la partie graphe. Donc là, on a vu tout ce qui était dans Teams. Enfin, en tout cas, on a vu une partie. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore les message extensions, les tasks, etc. Bon, il est déjà 11h30, donc vous voyez, j'avais dit 1h30, je le dépasse déjà un petit peu. Mais en gros, vous allez pouvoir enrichir et rajouter d'autres fonctionnalités. Ce que je voulais vous montrer ici aussi, c'est en fait la partie inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'être intégré dans Teams, je veux que mon application interagisse directement avec Teams. Et comme je l'ai précisé au début, on peut utiliser Microsoft Graph. Donc pour ça, vous avez aussi un site web qui s'appelle graph.microsoft.com, qui est surtout qui est probablement connu par les développeurs qui interagissent avec Graph. Graph devient quand même la base de beaucoup de choses. Mais en fait, vous allez avoir ici un Explorer, Graph Explorer, sur lequel vous allez pouvoir vous authentifier avec votre compte. Donc par exemple ici, je vais m'authentifier. Pour vous montrer, je vais le faire avec un autre compte. Je vais prendre mon compte de démo. Hop. Ici. Tac. Donc en fait, c'est une application web, donc j'accepte les informations. Et donc ici, si par exemple, juste pour le profil, si je fais ça automatiquement, normalement, voilà, je récupère toutes mes informations. Pour vous
pour recontextualiser un petit peu et parler Teams, donc en fait il y a deux endpoints sur Graph, il y a deux endpoints. Il y a le endpoint 1.0, donc qui sont toutes les méthodes et toutes les interactions que vous avez qui sont disponibles en production, et après toute la partie bêta, donc qui sont des fonctionnalités, comme son nom l'indique en bêta, qui ont un niveau de disponibilité un peu plus bas, mais qui sont forcément plus avancés. Et en effet, le graphe, c'est la vie. C'est de plus en plus utilisé. Et en tout cas, si vous voulez récupérer et interagir avec l'environnement Microsoft, vous allez forcément devoir passer par là. Donc si je prends My Join Teams, alors là, forcément, il va mettre une petite erreur parce que je n'ai pas les droits. Et pour pouvoir mettre les droits, alors en fait, il va falloir que, alors je les connais pas par cœur, mais en gros, il va falloir ajouter. Donc en fait, ici, vous pouvez ajouter directement tous les droits. Il va vous refaire un consentement, en fait, de donc vous dire est-ce que, alors forcément, j'ai pas le bon compte. Je vais le faire avec mon compte admin. Donc ça, c'est un des inconvénients de l'intégration de Teams avec le graphe, c'est qu'aujourd'hui, toute la partie interaction du graphe avec Teams nécessite le consentement d'un administrateur. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit au début, le mieux c'est de créer un tenant de dev, hein, parce que ça, à mon avis, vous demandez à votre administrateur, il va vous dire non, mais pourquoi tu as besoin de ça, etc., etc. Donc si vous êtes sur un tenant de dev, c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, bon, alors, je ne me souviens plus des permissions. J'ai pas les permissions en tête. Bon. En tout cas, ici, il suffit de rajouter les permissions, je les ai plus en tête, mais vous allez pouvoir récupérer toutes les informations et de pouvoir tester facilement l'intégration avec le graphe. Juste pour revenir sur la partie consentement précision, donc en effet, pour pouvoir interagir, il nécessite une interaction en mode admin, ou en tout cas, même si vous ne voulez pas accéder à tout, la partie Teams nécessite au moins le groupe que j'ai coché. Je pensais que ça allait être suffisant, mais c'est pas le cas. Et cette partie-là nécessite le consentement d'un admin. Donc en fait, c'est important. Le consentement, je précise toujours parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui se demandent ce que c'est, mais ça permet juste de donner accès à l'utilisateur à un certain nombre d'informations qui sont protégées par l'approbation d'un administrateur. Il y a une chose qui a été aussi lancée sur ce point-là qui s'appelle le RSC, pour ressources spécifiques consent, et en gros ça donne une granularité un petit peu plus importante au droit, et qu'un utilisateur qui est owner d'une team peut en fait donner l'accès à cette team en particulier. Donc normalement, en fait, si je vais dans le manifest editor, j'ouvre une application, il y a une section ici domaine et permissions où en fait vous allez avoir vous voyez le ressource spécifique consent. Donc en fait, je vais pouvoir ajouter ici les consentements que mon application doit avoir pour pouvoir fonctionner. Et en fait, elles sont listées directement dans le résumé de l'application. Donc en fait, ça permet d'avoir une visu assez précise exactement sur quels sont les droits nécessaires à l'application pour pouvoir interagir. Parce que forcément, là, on a fait une application très simple, elle interagit avec rien. Mais si elle doit interagir avec le graphe, elle a besoin d'utiliser ça directement. Alors la question d'Alexandre, j'ai eu quelques soucis de tente pour utiliser Teams avec le Graph Toolkit. Donc j'en ai pas parlé, mais en effet, le Graph Toolkit en fait permet d'interagir avec le graphe avec des composants graphiques tout simples qui sont soit en web, soit en React. Mais en effet, c'est un bon point. Merci Alexandre de souligner ça. Je l'avais noté et je ne l'ai pas précisé. Mais oui, le Graph Toolkit aussi, c'est un super outil pour les développeurs de pouvoir intégrer comme une liste de contacts ou ce genre de choses. C'est vraiment hyper utile. En effet, merci. Donc voilà. Pour finir, alors je vais re-switcher sur mon autre environnement et vous partager la fin de mon slide. Si je le trouve, tac tac. C'est celui-ci. Donc, les ressources que vous allez pouvoir, ce que je vous invite vraiment à voir, donc les autres sessions, il y a des sessions sur Graph, il y a des sessions sur Power Apps. Power Apps, j'en ai absolument pas parlé, mais c'est un environnement qu'il faut absolument aller voir. Ça peut répondre à un certain nombre de besoins, et c'est pareil.
même si c'est low code, etc. Ça peut vraiment répondre à des besoins très rapides, et quand vous avez besoin de tester quelque chose ou de mettre en place des applications, il faut les utiliser. La doc Microsoft, elle est assez complète, mise à jour assez régulièrement. N'hésitez pas à aller la consulter, il y a vraiment plein de choses à voir et à comprendre sur cet environnement-là. La partie App Templates, en tout cas le projet App Templates. Le projet App Templates, ce sont des applications qui sont disponibles sur GitHub en open source, avec tout le code nécessaire sur lequel vous avez plein d'applications diverses et variées, avec des scénarios assez intéressants. Mais en tout cas, ce qui est surtout utile pour un développeur, c'est de pouvoir aller voir le code, voir comment ça fonctionne, comment c'est configuré, quelles sont les interactions. Et c'est pareil, vous avez aussi toute une documentation pour le déployer. Vous avez même les scripts pour pouvoir le déployer automatiquement avec des templates ARM dans un environnement Azure. C'est vraiment hyper utile. Et par exemple, il y avait un moment que je n'avais pas été voir, et il y a plein de nouvelles applications qui sont apparues, qui sont très intéressantes à aller voir. Un autre événement que je mets en avant, qui est organisé par l'équipe des Cloud Advocates de Microsoft, qui a lieu début décembre, qui est une bonne séance aussi de workshop pour le développement d'applications, qui est en anglais, hein, mais qui est très intéressante et qui peut aussi vous apprendre plein de choses. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur Microsoft Learn. Il y a des cursus spécifiques aussi bien pour la partie IT que pour la partie apps sur le développement Teams. Moi, je suis vraiment pas rentré dans le détail. J'ai essayé en tout cas, de vous donner tous les outils nécessaires, mais n'hésitez pas pour démarrer. N'hésitez pas à approfondir, à aller voir un peu plus en détail ce qui se passe là-dessus. Et puis, pour terminer, aussi, si vous avez des questions qui viennent dans le futur, ou si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Le plus simple, c'est sur Twitter. Vous m'envoyez un petit message et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, Jean-Pierre, j'ai fait un peu plus que prévu, mais voilà. Mais c'est très bien. Normalement, on avait encore 10 minutes. Donc, ça tombe bien. Il y a peut-être des questions ou des gens qui veulent. N'hésitez pas à poser des questions si vous êtes, si elle est compliquée à ouvrir vos micros. Et sinon, on va conclure tranquillement. En tout cas, merci pour ce partage de compétences et de connaissances, Alexis. Avec plaisir. En effet, je vois Alexandre a précisé un truc, des autres ressources qui sont disponibles, et ça aussi, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube qui s'appelle Microsoft 365 Dev, je crois. Il y a des meet-up tous les mois sur plein de sujets, et notamment un sur Teams. Il y en a un sur Adaptive Cards. Il y en a probablement aussi, je crois, sur Power Platform. Donc, il y a plein de trucs. N'hésitez pas. Et on a une question de Laurent sur le client lourd de Teams. Est-ce que c'est une PWA plus Electron? C'est toujours le sujet de débat entre spécialistes. Ouais, non, mais en fait la PWA, vous pouvez très bien installer Teams. Alors je ne sais pas si quand vous le lancez sur un client web, il a la possibilité de l'installer en PWA, mais la partie Electron est quand même un peu plus spécifique. Il y a vraiment des choses, des optimisations spécifiques pour PWA. Après, PWA, c'est toujours pareil, c'est que ça dépendra des plateformes sur lesquelles vous allez installer, et par défaut, on va utiliser le composant PWA nécessaire pour instancier l'application, et Electron, c'est forcément plus spécifique. Super. D'autres questions? Visiblement, non. De toute façon, comme l'a dit Alexis, n'hésitez pas. Soit vous pouvez poser des questions, il y a un channel spécifique dans l'espace de conférence pour les questions. Dans ce channel, directement dans le thread, même en fermant le meeting, vous pouvez continuer à poser des questions. Et Alexis, tu es plutôt visible sur Internet. Donc, ils sauront te retrouver. Aucun problème. Pour te poser des questions. Allez, je coupe l'enregistrement. Merci encore, Alexis, et merci à tous d'avoir suivi. Avec plaisir. Merci.